Moi, je suis considéré un peu comme invisible ou indésirable ici, et puis là-bas, tout d'un coup, on me regarde, on me considère. Je fais ah ben ça change. Bonjour Okaya. Salut Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Pour cet épisode, le montage, le mixage et la réalisation sont confiés à Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit qu'on remercie. Les prises de vue et les montages vidéo sont confiés à Alex Amara et son équipe, qu'on remercie aussi. Alors aujourd'hui dans Kiffe ta race, nous nous rendons à l'intersection de la race et de l'identité sexuelle en France et en dehors. On va voguer un peu vers l'Asie du Sud-Est. Comme souvent dans ce podcast, nous mobiliserons le concept d'intersectionnalité, un outil qui permet d'appréhender et d'analyser le croisement de plusieurs formes de domination, d'oppression, de discrimination qui a été théorisé par l'universitaire états-unienne Kimberlé Crenshaw en 1989. Être un homme asiatique et gay en France et ailleurs, dans le cercle familial et intime, sur le marché du dating et des rencontres amoureuses sont des sujets que nous allons aborder dans ce Kiffe ta race du jour. Et pour en parler, nous avons la joie de recevoir Jean-Baptiste Fou. Salut Jean-Baptiste. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on te remercie de partager avec nous ton expérience et ton expertise. Tu es auteur, comédien, dramaturge et réalisateur, bien des casquettes. Tu as réalisé un film intitulé La langue de ma mère et publié récemment La peau hors du placard, asiatique et gay, une vie de lutte, qui est paru aux éditions du Seuil. Et c'est de ce dont on va parler dans cet épisode. Alors, dans Kiffe ta race, on a un petit rituel, Jean-Baptiste. On demande à nos invités si elle ou il se situe sur un plan racial. Donc, moi, je suis perçue comme une femme asiatique, Rokhaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Jean-Baptiste, tu te situes sur ce plan-là et si oui, comment ? Moi aussi, je suis perçu comme un homme asiatique. Enfin, quand on dit asiatique, voilà, on pense souvent à l'Asie de l'Est. Et effectivement, mes parents sont des Chinois du Cambodge. Comme moi. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé cette condition en France ? Ouais, je pense comme beaucoup en étant gamin. Mais moi, c'était pas tellement, il y a eu des moqueries chinois, Ching Chong Chong, Bruce Lee, des choses comme ça. Mais moi, je me souviens d'un épisode quand j'étais gamin, je crois que c'était à l'école, à la maternelle ou à l'école primaire. On nous demandait le matin, qu'est-ce que t'as mangé? Et moi, un jour, je dis, j'ai mangé des vapeurs à la crevette. La chance, c'est trop bien, hein. Plein de protéines. Mes parents, ils avaient un traiteur chinois. Et donc, je dis ça. Et puis après, tout le monde s'est foutu de ma gueule en disant, tu manges de la crevette au matin. Et parce que pour les gens, c'était céréales, tartines, céréales, tu vois. En fait, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Que, en fait, ce qu'on me renvoyait de ce que je mangeais chez moi, c'était bizarre et c'était pas normal. Donc toi, c'est plus la culture culinaire de tes parents et les habitudes alimentaires qui t'ont fait te sentir peut-être décalé. Ou en tout cas, qui font qu'on a posé un regard différent sur toi. Enfin, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ouais. Je crois que c'est le premier où je me suis dit, tiens, il y a un truc, enfin, c'est pas que l'apparence physique, c'est pas que être chinois, c'est aussi ce que je mange, la langue qu'on parle à la maison, la façon de prier. Enfin, en fait, c'est tout. Alors qu'on tuerait pour manger des vapeurs le matin, non? Mais c'est canon. D'en avoir directement à domicile dès le matin, mais c'est clair que c'est mieux que les miel pops. Hein. Alors Jean-Baptiste, le sous-titre de ton livre est Asiatique et gay, une vie de lutte. Et tu ouvres ton livre avec des bribes de phrases que tu entendais plus jeune dans les années 80, notamment de ta mère qui disait « Tu te marieras avec une femme chinoise », prétextant ça par le fait qu'elles font de meilleures épouses selon elle, ou encore « On n'aime pas les homos ici ». Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte ces phrases ont surgi et comment elles t'ont marqué ? En fait, quand j'étais enfant et même depuis l'enfance, c'est ça qui est intéressant, c'est que on nous conditionne, comme mes parents, ma mère me conditionnait à un modèle familial qui en plus, non seulement hétérosexuel parce que c'est une femme, mais en plus, sur le plan ethnique, il fallait que ce soit de la même ethnie que nous, du même dialecte qu'elle. Donc en fait, moi, on m'a presque imposer en fait un modèle dès que j'étais petit, et puis ce qui ne correspondait pas à ce modèle-là, par exemple homo, comme je disais, quand j'entendais des choses sur les gays, c'était surtout et souvent des insultes, des moqueries, et ça dès l'enfance.
Et dans ta famille comme la mienne, donc ce sont des Chinois du Cambodge, et ces familles ont été marquées par le régime sanguinaire des Khmers rouges qui a sévi de 1975 à 1979 au Cambodge, et évidemment qui a laissé énormément de séquelles sur les populations. Toi, en tant qu'artiste et en tant qu'auteur, tu as décidé de faire une place à cette mémoire et aux suites de cette histoire. T'as notamment écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Cambodge, me voici, et tu as adapté aussi le roman de Sot Pauling qui s'appelle L'anarchiste, et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai rencontré parce que je suis venue voir la pièce que t'as jouée. Comment est-ce que tu travailles cette matière qui est à la fois une matière douloureuse et qui fait partie de nous, et comment tu le façonnes en pièce, en récit, en art? Pour moi, ce qui m'apporte, c'est l'héritage. En fait, c'est comment nous on vit ou on se débat avec ces questions-là, malgré nous. En fait, parce que moi, c'était mon cas, c'est-à-dire que je suis né de cette histoire parce que mes parents sont partis du Cambodge dans un contexte de guerre civile. La moitié de leur famille a péri durant le génocide Khmer Rouge. Et moi, cette histoire-là, même si j'en avais pas connaissance, parce qu'on n'en parlait pas à la maison, c'est comme quelque chose qui planait. C'était là, il y avait une sorte d'ombre un peu étrange, et puis il y avait des allusions à des morts, à une guerre, on sait pas laquelle, on sait pas quoi. Il y avait un nom, Pol Pot, qui était un peu le synonyme du diable, on sait pas qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et donc en fait, moi j'ai grandi avec ça, sans vraiment comprendre. Et moi après, plus tard dans ma vie d'adulte et dans ma vie d'artiste, j'ai voulu m'interroger sur en fait comment on arrive à gérer en fait ce trauma qui se passe de génération en génération, avec ces non-dits, ces silences. Et moi justement, en utilisant le théâtre, qui est pour moi l'art de la parole, l'art de l'incarnation, c'était pouvoir adresser tous ces silences-là. Et aussi, tu parles de honte. D'être alors honte avec des guillemets, puisque c'est aussi ton travail en tant que artiste et en tant qu'adulte, en fait, juste en tant que personne, de surmonter ces sentiments qu'on a quand on est plus petit. Et aussi tu parles d'être une minorité dans la minorité, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a touché quand tu racontes dans ton livre ce moment où, tu sais, je t'avais contacté pour la web-série Ça reste entre nous, qui est un programme que j'ai créé avec beaucoup de personnes en 2017-2018, et t'avais accepté d'intervenir, et ensuite tu t'avais décidé de te retirer du projet. Donc c'était l'épisode sur les masculinités asiatiques, et tu le racontes, tu dis que alors je sais plus comment ça s'est passé parce que je l'avais de façon assez opportune oublié. Je t'en voulais pas du tout, je veux dire que pardon encore plusieurs années plus tard. Mais que t'expliques que c'était parce que tu souhaitais pas en parler, c'était peut-être quelque chose qui était trop difficile à ce moment-là. Ouais, en fait, moi je parle assez ouvertement de discrimination, notamment au sein de la communauté asiatique, enfin envers la communauté asiatique, des violences qu'on peut subir, et ça j'en parle même avant les épisodes liés à la mort de Tsang Xiaoling ou du Covid. Donc ça j'en parlais déjà, mais c'est vrai que tout ce qui était de la sphère privée, ma sexualité, les discriminations que je pouvais subir en étant asiatique dans le milieu gay, ça je voulais pas l'aborder. Et en fait, quand on en avait discuté à l'époque, et voilà, moi j'avais accepté très volontiers parce que j'avais adoré le premier épisode que tu avais réalisé autour de l'image de la femme asiatique. Donc je me suis dit ouais, ça serait l'occasion d'en parler parce que j'ai plein de choses à dire. Mais au dernier moment, je me suis débiné parce que en fait, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse mon coming out publiquement, même si dans la vie privée tout le monde le sait, et puis voilà, je m'en cache pas du tout, mais je voulais pas qu'on associe ça à mon travail, en fait, à ma personne publique, parce que pour moi, ça pouvait me porter préjudice. Je me disais, oh là là, peut-être je vais perdre du travail si on m'associe à un comédien gay ou à un auteur gay, ou bien même peut-être que ça va dans ma famille ou auprès d'inconnus qui vont, je sais pas, ça va me valoir peut-être des remarques homophobes, des choses comme ça. Donc voilà, il y a eu, c'est vrai, comme tu dis, cette honte qui est ressortie un peu malgré moi, parce que je me suis dit, je sais pas, tu vois, c'est comme si en ayant grandi avec ce truc-là, il y a comme si un conditionnement c'est quelque chose de honteux d'être gay et d'apparaître gay en public. Mais je pense que moi, ça qui me saisit en te lisant, c'est que je me dis que l'homophobie dans notre société est telle que même lorsque tu assumes cela de façon personnelle, tu crains d'en pâtir dans ton travail, dans ta vie publique, comme tu dis, même si en tant qu'une personne non homosexuelle, des fois tu dis on a fait des progrès, ça, les choses c'est vrai, évidemment qu'il y a des progrès, on va pas dire que, mais
même il y a quelques années, il y a 5 ans, l'homophobie dans la société française était telle que toi, c'était, ça t'a fait, tu t'es dit non mais je vais passer cette fois-ci quoi. Ouais, que ça pouvait te créer des dommages aussi bien sur le plan personnel, mais même professionnel, parce qu'il y a quand même une homophobie qui reste assez grande, même dans des domaines culturels où les gens se prétendent ouverts quoi. Tout à fait. Tu parles aussi de ta vie amoureuse et dans le monde du dating, les expériences de fétichisation auxquelles tu as pu faire face, notamment sur les sites de rencontres ou des terminologies, sur les applis, on pouvait lire des choses comme No Asians, donc pas d'asiatiques, ou tous les stéréotypes sur les hommes gays asiatiques, donc qu'on considère comme passifs, comme ayant un petit sexe, en opposition à BM, ce qui signifie bien membré ou bien monté. Il y a des chiffres qu'on a cités plusieurs fois ici dans Kif Taras, qui ont été réalisés par l'appli de rencontre OkCupid en 2014, qui montrent que les groupes les moins sollicités sur les sites de rencontres sont les femmes noires et les hommes asiatiques. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, comme tu l'écris dans tes termes, les gays reprennent les valeurs machistes et misogynes de la société hétéronormée, et aussi le racisme en fait qui va viser spécifiquement les hommes gays d'origine asiatique? Il y a plusieurs choses pour moi. La première, c'est effectivement cette espèce de vénération de la virilité. Chez les gays, en tout cas, dans le milieu gay, tel que moi je le décris quand je suis rentré dans ma vie affective, c'était les années 90-2000. Donc et le milieu, ce qu'on appelait le milieu, c'était le Marais. Donc le Marais, c'est un quartier de Paris central qui est considéré comme vraiment le centre névralgique de la vie homosexuelle. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, c'est les boutiques. Oui. Maintenant c'est très touristique, et c'est surtout très cher. Mais à l'époque, c'était ça. Et puis il y avait cette image en fait de l'homme gay, musclé, habillé, branché à la dernière mode, tout ça. Et quand je dis que les gays reprenaient les valeurs machistes de la société hétéronormée, c'est ça, c'est qu'en fait il y avait une vénération pour le mâle alpha. En fait, c'était l'incarnation de ce qui était désirable, c'était l'objet de désir en fait. Il fallait être les muscles saillants, aller à la gym, montrer son torse, et puis en fait tout ce qui ne correspondait pas à cette image-là était rejeté, stigmatisé, et notamment les asiatiques, parce que l'imaginaire qui est véhiculé envers les hommes asiatiques, ce sont, comme tu disais, des hommes frêles, des hommes mal membrés, soumis, passifs. Donc en fait, imberbes. Donc voilà, tout ce qui ne correspond pas à l'imaginaire de la virilité entre guillemets. Enfin, quand tu dis ce sont, c'est ce qu'on préjuge des hommes asiatiques, c'est pas forcément la réalité, parce qu'il y a évidemment une pluralité comme chez tous les hommes. Ça fait vraiment écho à dans la colonisation de l'Extrême-Orient, donc de l'Asie du Sud-Est, lorsque il y a eu des écrits sur l'arrivée des personnes de l'Occident, le regard porté sur les personnes, les hommes asiatiques d'Asie du Sud-Est, donc de l'ex-Indochine, c'était souvent androgyne, on savait pas trop si c'était des hommes ou des femmes, et il y avait cette idée que aussi l'homosexualité était quelque chose de très associé aux hommes de l'Indochine, parce que à cause de ces clichés-là, ce qui est c'est fou que cet imaginaire soit encore présent aujourd'hui par d'autres biais en fait, hein. Et donc fait partie aussi de cette fétichisation. Donc le fait de fétichiser, c'est le fait de considérer des gens comme des objets, de leur associer comme des pouvoirs magiques en fait. C'est ça le fétiche en fait. C'est quelque chose d'assez ça vient de la religion en fait quoi. Et toi tu évoques des termes qui sont utilisés dans le milieu gay comme rice queen, donc reine du riz on va dire, potato queen, ou aussi il y a même le terme de sticky rice. Est-ce que donc tous ces termes-là font directement référence à la race dans les relations entre personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça va dire? Alors ces termes-là sont plutôt utilisés dans les rapports interraciaux, surtout en Asie ou lorsqu'il y a des mélanges au niveau ethnique. On dit Rice Queen, c'est un non-asiatique qui aime ou qui est attiré par des hommes asiatiques. Potato Queen, un non-blanc attiré par des blancs. Et des Sticky Rice, donc le riz qui colle, le riz gluant, c'est des asiatiques entre eux. D'accord. C'est un imaginaire très alimentaire. Puis très culinaire, c'est ça. Yummy.
Et donc tu parles aussi de cette fameuse préférence avec beaucoup de guillemets. Tu dis que la préférence, donc le fait d'avoir une préférence, ça permet de réfuter le caractère raciste du rejet, mais aussi du désir. Et tu utilises aussi le mot asiaphile, qui est donc un synonyme de rice queen. Ça veut dire phile, ça veut dire c'est le suffixe pour dire amateur en fait, comme tu dirais, je sais pas, les gens qui aiment les timbres, je sais pas comment on dit ça déjà, mais ça n'existe plus. De toute façon. Ouais, c'est clair. Les quoi? Bon, bref. Ah oui, philatéliste. Non, ça n'a rien à voir. En fait. Bon, je vais pas... Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi est-ce qu'avoir une préférence raciste, c'est raciste? Oui, parce qu'en fait, il y a une question, enfin, il y a une différence, je pense, entre les goûts et l'obsession, en fait. C'est quelque chose qui vraiment relève du systématisme. C'est pas la même chose, en fait. Oui, c'est pas la même chose. En fait, moi, je distingue les deux choses. Voilà, le goût et puis le fétichisme. C'est vrai qu'on peut être attiré par, je sais pas, certaines catégories de personnes pour leur âge, leur physionomie, leur corpulence, le teint de la peau. Et ça, pour moi, en fait, c'est pas forcément problématique en soi. Et c'est vrai que c'est même en le disant, je pense que certaines personnes peuvent trouver ça problématique, mais je pense que c'est la nature humaine. En fait, on est tous attirés par quelque chose. Et moi, je suis pas là, et je le dis dans mon livre, je suis pas là pour faire la police du sexe, la police du bon goût. T'as le droit d'aimer quoi, t'as pas le droit d'aimer quoi. C'est pas ça dont il est question. Pour moi, la vraie question, c'est la hiérarchie de ces préférences. C'est pourquoi on va mettre sur certaines catégories des labels et dire ça, c'est pas attirant. Ça, c'est répugnant. Les Asiatiques, c'est indésirable. Les Noirs, c'est ceci. Les Arabes, c'est cela. En fait, c'est ça qui, moi, me pose problème. C'est cette hiérarchie dans les préférences. C'est pas le fait qu'il peut y avoir des préférences ou à l'inverse, comme tu disais, les préférences exclusives. C'est-à-dire, on va créer toute une espèce de fantasme autour d'une catégorie, d'un groupe et dire, ces gens-là, par essence, ils sont hyper attirants. Ça aussi, c'est problématique, en fait. Donc c'est du coup la récurrence, c'est pas quelque chose qui t'interroge. C'est-à-dire qu'une personne qui va être attirée par un groupe auquel il n'appartient pas de manière très très récurrente, pour toi, c'est pas quelque chose qui te... En fait, c'est ça qui est pour moi un peu compliqué. Et il y a un peu plus de subtilité pour moi parce que condamner quelqu'un, parce que moi je l'ai fait à une époque de ma vie. Dès que quelqu'un me dit j'ai un ex asiatique, pour moi c'était fétichiste, hors de ma vue. Ouais, mais et en fait, moi-même, ça m'a interrogé, ça. Je me dis, mais pourquoi je dois condamner quelqu'un pour son passé amoureux? Et ça aussi, tu vois, cette espèce de réflexe catégorique ou sectaire de ma part, c'est aussi quelque chose qui m'interroge. C'est moi-même, je commence à catégoriser en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que c'est sa faute si à un moment de sa vie, cet homme, il a eu un copain coréen? Tu vois, ouais. Est-ce que le copain coréen, moi, je le considère même pas comme un copain coréen, mais comme un coréen, donc un asiatique, et je lui nie, en fait, moi-même, je commence à lui nier, en fait, sa personnalité, ce qui elle est, etc. C'est l'ex-asiatique. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi-même, en fait, j'ai commencé à m'interroger sur mes propres biais en faisant ça. Donc, pour moi, le problème, c'est pas que quelqu'un ait pu sortir avec une, deux, voire, en fait, c'est quand il y a un systématisme, quand tu dis, c'est pas, c'est si moi, je ne sors qu'avec des Asiatiques et toi, tu seras un Asiatique parmi toutes mes conquêtes asiatiques. Ça me pose un problème. C'est pour citer un très célèbre ancien ministre de l'Intérieur, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Voilà. Tu parles aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant dans ton livre parce que c'est rare de l'expliciter et de l'assumer comme ça. Tu parles aussi de la manière dont tu résistes à ces assignations et tu dis, je te cite, je ne m'adressais plus à ceux qui me rejetaient constamment. Les blancs. Ils deviendraient pour moi persona non grata. Ce n'est pas seulement de la discrimination préventive entre guillemets, mais aussi un acte militant. En ce sens, le refus de coucher avec eux était une forme de contestation. Donc ça, c'est une période de ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette stratégie? C'est rare en fait d'en parler. Ouais, en fait c'était vraiment mon entrée dans la vie gay. J'avais 15 ans à l'époque, et puis à l'époque c'était le Minitel, les réseaux téléphoniques. Enfin, il y avait pas Internet, il y avait pas les applis. On rencontrait les gens soit dans la vraie vie, dans des bars, soit par le Minitel où il y avait pas de photos. Et donc en fait, quand on rencontrait, moi j'entendais systématiquement, pas d'Asiates, pas branché d'Asiates, les Asiates vous êtes ceci, vous êtes cela. Et pour moi, ça venait en fait principalement du groupe majoritaire qui était des hommes blancs en fait qui me disaient ça. Et en plus, non seulement ils me disaient ça à moi, mais j'entendais bien, je comprenais bien que moi dans ma catégorie j'étais considéré comme ça, mais les Noirs avaient d'autres labels et les Arabes avaient d'autres labels, etc. Donc pour moi en fait. Et à cet âge-là, un peu dans cette colère, dans cette contestation, je me suis dit puisque ce groupe-là me rejette.
je vais le rejeter aussi. Je vais pas chercher sa validation, je vais pas chercher à lui plaire si par défaut, moi, je suis pas désirable à ses yeux. Donc, je vais chercher à l'extérieur de ça. Et c'est vrai que voilà, ça a duré jusqu'à, je sais pas, l'âge de 23 ans, jusqu'à ce que je voyage en Espagne. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est quand même dommage, je suis en Espagne, je vais en profiter un peu quand même. Enfin voilà, en fait, on se trouve quand même des excuses et puis on enlève un moment. Mais en fait, j'assume cette époque-là de ma vie parce que c'était pour moi une façon de me protéger, en fait, tout simplement. Ça veut pas dire, alors évidemment, quand je vais dire ça, ils disent le raciste anti-blanc et tout, mais c'est pas ça. Enfin, je sais pas si les gens m'entendent et s'ils peuvent entendre ce que je dis. Je rejetais pas ces personnes-là parce que blanc et je les trouvais dégoûtants et répugnants et que c'était pour moi des sales blancs, c'est pas ça. C'était en fait pour me protéger d'hostilités récurrentes auxquelles j'étais exposé qui venaient majoritairement d'un même groupe. Mais c'est des choses qu'on entend, pardon Grace, mais ce sont des choses, enfin en tout cas c'est une stratégie qui est valide dans la mesure où on n'a pas forcément envie de s'exposer à une potentielle discrimination ou à des remarques racistes. Et là, tu parles des choix que tu as pu faire dans ta vie sexuelle ou amoureuse, mais il y a des gens qui font les mêmes choix dans leurs relations amicales et qui préfèrent se préserver d'une possible assignation. Et c'est pas contre les personnes individuellement, mais contre ce qu'elles peuvent porter pour des raisons historiques. Et de la même manière, et tu en parles dans ton livre, des personnes qui disent « je ne fais pas de communautarisme ». Tu dis avec des guillemets, et tu le dis en parlant de personnes asiatiques qui ne sont pas entrées en relation intime avec toi parce que tu étais aussi asiatique. Et ça aussi, ça peut être une manière de se préserver, de se dire évidemment que ces personnes-là connaissent d'autres personnes asiatiques. Enfin, je veux dire, rien que, enfin, dans la rue, enfin, je veux dire, ou dans des cercles, c'est très probable que ces personnes-là connaissent d'autres personnes asiatiques. Mais c'est le fait de se protéger de cet imaginaire, de ne pas sciemment et être associé par le choix du couple. Et toi tu l'as entendu. Est-ce que ça c'est blessant quand tu y fais face? Alors oui, ça a été très blessant et en fait très surprenant pour moi parce que dans cette période de ma vie, donc je décide de pas dater des blancs et puis du coup ça ouvre toutes les autres populations sauf des blancs à une certaine époque de ma vie. Et par contre, moi j'étais attiré je suis toujours attiré par n'importe quelle ethnie, sauf que il y a une ethnie que je n'arrivais pas à rentrer en contact, c'était les autres asiatiques. Et à chaque fois que j'essayais, j'entendais ce genre de choses, non, c'est contre nature, c'est de l'inceste. Oui, c'est ça, c'est de l'inceste. Ah ouais, bizarre. Genre on est tous frères et sœurs. Non, mais non, quelques milliards. Grande famille. Bien, comme tu dis, c'est du communautarisme. Et en fait, moi, ça m'interpelle, ça. Et j'en ai fait tout un chapitre dans mon livre où j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi on dit ça de façon presque sur le ton de la blague. Alors c'est absolument pas drôle du tout de comparer des relations entre asiatiques à de l'inceste. Enfin, surtout que l'inceste, c'est vraiment grave. C'est une agression sexuelle, quoi. Et puis pourtant chez nous, c'est hyper léger. C'est dit tout le temps. Je couche pas avec mon frère, je couche pas avec ma sœur. Ça serait comme, alors que moi jamais de ma vie j'ai entendu un blanc dire ça sur un autre blanc parce que ils sont beaucoup moins nombreux. Mais non, mais pour moi le problème c'est pas, c'est qu'en fait on a réussi à nous mettre dans notre tête à nous qu'on était tous des répliques des uns des autres, on était trop proches culturellement ou physiquement ou je sais pas quoi. En fait, il y avait un tabou, un interdit. En fait, et ça me pose problème. C'est qu'on a réussi à nous distiller dans la tête qu'on était infréquentables les uns les autres, sur le plan personnel et sur le plan amoureux. Et c'est ça aussi l'internalisation du racisme, puisque le communautarisme, c'est bien une injonction qui sont faites aux communautés non blanches de ne pas rester entre elles. Et donc le fait de dire non, nous si on, le fait d'agir conformément à cette injonction, c'est une forme d'internalisation de ce qu'on nous demande en fait. Et donc ça, le fait d'appartenir au groupe minoritaire en France, c'est quelque chose qui a pris fin lorsque tu as décidé d'aller vivre en Asie. Donc ça, soudainement, tu es devenu un membre du groupe majoritaire, puisque en Asie, évidemment, dans la rue, on peut pas savoir que tu es français. Enfin, tu ne portes pas sauf si tu portes un drapeau. Enfin, c'est comme tu veux. Hein. Auquel cas, on va rediscuter cet épisode sérieusement. Et donc, cette situation-là en Asie, elle t'a permis d'affûter cette analyse de ta propre condition dans un cadre différent. Et donc,
Tu nous racontes donc à plusieurs moments du livre que tu as vécu t'as vécu à Singapour, tu as vécu au Cambodge, tu as vécu à Taïwan et il y a une forme de paradoxe dans ce que tu dis et bien que tu dises que ce soit reposant et ça ce sont tes mots de dire que c'est reposant d'être majoritaire, est-ce qu'on peut comprendre parce que tout d'un coup on est dans la norme, on n'a pas justifié de qui on est. Moi quand je vais en Afrique, enfin quel que soit le pays d'Afrique subsaharienne, franchement, en fait tu as d'autres questions que tu te poses mais il y a une question qui n'entre plus du tout en considération, c'est si t'es noir ou si t'es pas noir. Et du coup franchement ça repose vraiment. Et malgré ça, tu retrouves dans ces endroits la même forme de hiérarchie raciale. À Singapour, où tu as travaillé dans la finance, c'est un lieu où que beaucoup de personnes s'imaginent comme étant un Eldorado propre et immaculé. Voilà. Et tu expliques qu'à Singapour, tu avais la bonne nationalité, mais pas le bon faciès, alors que ton compagnon, à l'époque, tu étais avec un homme blanc, il bénéficiait d'un capital racial. Alors je mets tout ça entre guillemets puisque c'est vraiment des termes que tu utilises et que tu vas nous expliquer comment est-ce que ça c'est la réalité de ça, surtout que je rappelle juste que pour les hommes, les relations homosexuelles ont été dépénalisées depuis 2007 et légalisées en 2022 à Singapour. En fait, la société singapourienne est très racialisée et eux, ils l'assument, même dans les questionnaires administratifs. Et il faut déclarer son groupe ethnique parce que, Singapour, c'est aussi construit comme ça sur des ethnies différentes. Il y a l'ethnie majoritaire chinoise, après il y a les Malais, il y a les Indiens, et puis donc voilà. En fait, c'est très catégorisé. Et dans les relations entre hommes, en fait, il y a tous les labels que tu disais tout à l'heure, Rice Queen, Potato Queen, il y a même Satay Queen, il y a même Satay Queen, Curry Queen, si t'aimes les Indiens, non mais vraiment, là-bas ça va loin. La sauce satay, c'est avec des cacahuètes, c'est l'Asie du Sud-Est, donc voilà, c'est plus si t'aimes les foncé de peau. Satay Queen. Ah, c'est ça. Voilà. Incroyable. Et donc nous, en tant que couple mix, on était, tout de suite il y avait ce label de moi j'étais le Potato Queen, lui il était le Rice Queen, et en fait ça allait au-delà de ça, c'est-à-dire que il y avait ce déséquilibre perçu en fait, quand bien même en plus c'est moi qui avais trouvé le boulot, c'est moi qui travaillais là-bas, il était venu, il m'avait suivi, mais dans la tête des gens, c'était impossible d'imaginer ça. Ils imaginaient que c'était toi qui étais entretenu, en fait. Exactement. Et donc, tu disais que, par exemple, au restaurant, c'est à lui qu'on donnait l'addition. Exactement. Mais ça, c'est récurrent et c'est même encore le cas aujourd'hui quand je vais avec mon compagnon actuel. Quand je vais dans certains pays, on imagine souvent que je suis l'escorte, le boy, je sais pas quoi, mais tout sauf un couple à part égale, tu vois. Mais en tout cas, à l'époque, c'est ça, et quand je parle de capital racial, c'est remettre avec plein de guillemets, mais c'est pour moi, en fait, une espèce de hiérarchie dans la tête des gens. En fait, c'est la projection que les gens se font. Et ce qui est, et ça, je le ressentis vraiment très, très fortement à cette époque-là, parce que tout le temps, on me faisait comprendre, on me disait que j'avais de la chance d'avoir un copain blanc et que tout le monde le convoitait et on me disait ça, mais vraiment ouvertement, et je le voyais devant mes yeux. On dit, mais il va te quitter parce qu'il va te tromper avec quelqu'un d'autre parce que tout le monde va vouloir se l'arracher. Et littéralement, des fois en soirée, on me poussait du coude, on allait le draguer devant mes yeux. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Allez-y. C'était surréaliste. Mais voilà, en fait, c'est pour ça que je parle de cette espèce de capital racial, et il y avait une hiérarchie comme ça de qui est-ce qui était de plus désirable au moins désirable. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est poignant, c'est que parce que les gens disent quand on parle d'antiracisme, ils ont l'impression de dire rentrez chez vous, ce chez vous imaginaire où vous n'aurez pas ces problèmes de racisme. En fait, ce problème de racisme, il est partout dans le monde, dans des termes très liés à l'histoire et différents, mais il y a quand même cette hiérarchie qui existe, et même dans un pays où toi tu es dans le groupe majoritaire, tu peux ressentir cette hiérarchie-là. En fait, au Cambodge, là où je vis maintenant depuis 7 ans, c'est vrai que je fais partie, moi je suis pas khmer ethniquement, mais la majorité de la population est asiatique. Moi je suis sino-khmer, et quand bien même cette question raciale n'intervient plus, parce que je disais c'est reposant, c'est vrai que c'est reposant parce que c'est plus une obsession, c'est plus l'obsession nationale, on n'en parle pas, c'est pas le sujet à chaque fois qu'on aborde, qu'on rencontre quelqu'un, tu viens d'où, blablabla. Il y a autre chose, on parle d'autre chose, sauf que ça ressurgit mais de façon différente, parce qu'il y a évidemment des problèmes de déséquilibre qui se manifestent autrement. Il y a la question du colorisme qui est très présente au Cambodge, parce que les peaux foncées sont considérées comme moins séduisantes que les peaux plus claires. Donc tu disais justement dans ton livre que ta peau plus claire était valorisée par les gens qui disaient que tu avais beaucoup de chance d'avoir la peau claire. Ouais, ou bien ils trouvent ça, c'est associé à une certaine beauté en fait. C'est ça, dans un critère de beauté, en fait, t'es en haut de la hiérarchie par rapport à d'autres qui peuvent avoir la peau plus foncée, quoi. Tout à fait. Et
moi, enfin, je trouve ça intéressant de le vivre. J'avoue, j'en profite aussi un peu. mais je comprends aussi, en fait. Non, mais voilà, il faut se déconstruire et tout, mais bon, c'est pas facile, des fois on cède, hein. mais je peux comprendre, tu vois, d'une certaine façon, des personnes, qui vont, tu vois, voyager dans un pays en disant, comment dire, elles se trouvent plus séduisantes. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu ça en France quand, moi, je suis considéré un peu comme invisible ou indésirable ici, et puis là-bas, tout d'un coup, on me regarde, on me considère, je fais, ça change. Ouais, c'est vrai. On peut pas t'en vouloir. Et pour terminer cet entretien, tu notes aussi qu'il y a des évolutions dans les comportements et les mentalités, parce que tu as été, par exemple, à plusieurs reprises à des périodes différentes en Asie, et tu vois en fait le changement, enfin les progrès sociaux qu'il y a. Toi, tu as fait toi-même une évolution, tu as surmonté du racisme internalisé, tu as fait acte de militance, tu es conscient de tes privilèges aujourd'hui, et toi tu dénotes en fait une forme d'autres mœurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça a évolué pour toi en Asie? Oui. Pour moi, en Asie, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est visible. En fait, les premiers voyages que j'ai fait au Cambodge dans les années 2000, les seules représentations qu'on avait des gays, c'était de la prostitution. En gros, dans des bars, dans des bars gays où c'était des escortes. Souvent, on les appelait les money boys. Ou après, il y avait aussi des lady boys, mais qui étaient la plupart du temps aussi des prostituées. Et donc voilà, ça c'était un peu la seule représentation qu'on avait des gays. Et puis aussi tout ce qui était caricatural à la télé, les comiques, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, moi ce que je constate, c'est qu'il y a une jeune génération qui est complètement assumée, qui se montre au grand jour, qui vit en couple. Alors, on reste dans un contexte asiatique, donc c'est pas des gens qui se tiennent par la main ou qui s'emballent. Oui, mais ça c'est valable pour les hétéros, donc voilà, c'est pas quelque chose qui est spécifique aux personnes. Exactement. Voilà, pas parce que gay, mais c'est parce que culturellement les gens sont moins démonstratifs, publiquement. Comme dans la plupart des pays du monde en fait. C'est vrai, la norme, c'est peut-être pas celle qu'on voit ici. Pas de s'embrasser dans la rue. mais en tout cas, il y a un peu moins en tout cas beaucoup moins ce truc de vivons caché. Mais après, ce que je note aussi là où je vis, c'est que, tu vois, la question, par exemple, du coming out, du militantisme, elle est moins elle est pas exprimée de la même façon en fait qu'ici ou dans les pays occidentaux, parce que finalement, c'est pas un passage obligé. En fait, les choses se font de façon un peu plus harmonieuse, c'est-à-dire on n'a pas besoin forcément de faire son coming out, de le dire. Tout le monde sait, parce que tu vis avec un homme, on voit bien ce qui se passe, mais on va pas forcément devoir le dire publiquement pour que ce soit accepté. En fait, c'est juste la société qui va prendre ça en considération. Il y a même des enfants qui naissent d'autres unions, etc. Et puis ces enfants-là, ils grandissent, ils font partie de la communauté. En fait, ça je le constate au Cambodge, et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que parfois on a l'impression que pour vivre, il faut s'assumer, il faut être revendicatif, il faut forcément porter un drapeau, etc. Moi, je trouve qu'il y a un autre modèle qui moi, je trouve assez intéressant en Cambodge, c'est celui-là de quelque chose d'un peu plus, peut-être, alors certains vont dire, mais ils sont cachés, ils sont pas assumés. Moi, je trouve que voilà, il y a pas d'hostilité, en fait, apparente, envers ces populations-là. Alors évidemment, ça existe la discrimination, il y a aussi des attaques, mais en tout cas, c'est pas aussi virulent ou physique comme on peut le voir, notamment en France parfois. Merci pour cette note positive, et merci d'avoir partagé ton expérience. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras, où nous avons eu la joie de recevoir Jean-Baptiste Fou, qui est auteur de ce superbe livre très très émouvant qui s'appelle La peau hors du placard, asiatique et gay, une vie de lutte, qui est paru aux éditions du Seuil tout récemment. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, ou bien vous voulez apporter votre soutien à Jean-Baptiste, ou questionner son expertise, n'hésitez pas à nous écrire sur kiftaras@kiftaras.com, ou bien sur les réseaux sociaux X, Twitter, Facebook, Instagram, avec le hashtag Kiftaras. Pensez à nous noter 5 étoiles de préférence, à recommander le podcast, à indiquer qu'il y a un nouveau fil pour nous suivre. C'est plus le fil des 96 premiers épisodes, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous.
Et Kif Taras, c'est un podcast produit par nous-mêmes. Kif Taras Production. Je sais pas si je sais pas, c'est pas encore déterminé le nom, vous nous direz. L'habillage sonore est concocté par Baptiste Mayoraz et l'univers graphique par Argo et Gwen GLM. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Jean-Baptiste. Merci.